Entrer dans la vie d'adulte, ça s'accompagne d'un tas de nouvelles responsabilités, mais aussi des comportements qu'on ne nous a pas appris à avoir. Alors on se compare, on regarde autour de nous, comment ça se fait qu'un tel se débrouille mieux que moi, que cette fille qui a mon âge fait beaucoup plus adulte. Un tas de questions qui te mènent un peu nulle part, et je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité que certains ont à s'affirmer, exposer leur avis de manière claire, ou encore savoir dire non facilement. Personne ne nous apprend, alors je me base sur les quelques leçons et expériences que j'ai eues. Voici 3 moyens d'avoir un petit peu plus confiance en soi. Avant d'aborder les 3 points, on va s'arrêter sur ce que c'est que d'avoir confiance en soi. Qu'on soit d'accord, le mot confiance en soi, il vend du rêve. À l'époque, quand il y avait des vidéos sur YouTube où les gens abordaient ce sujet, et c'est un sujet qui est encore très trendy, tout le monde en parle, on nous vendait un peu du rêve. On avait l'impression que ça voulait dire qu'on allait réussir tout ce qu'on allait entreprendre, qu'on va se sentir hyper belle tous les jours, qu'on va avoir notre morale au maximum, alors que c'est faux. La confiance en soi, c'est cette capacité à se connaître, à faire ce qu'il y a de bien et de mieux pour sa propre personne, à connaître sa valeur, poser ses limites. Et on va dire qu'il y a 2 types de confiance en soi. Être confiant sur ce qu'on va renvoyer, donc notre physique. Je sais que ça peut concerner beaucoup d'entre nous, les complexes, les insécurités, les remarques qui font qu'on a du mal à accepter son corps ou certains traits de son visage. Et ensuite la confiance qui est un petit peu plus intérieure, celle qui va concerner par exemple nos choix de vie, celle qui va y avoir au travail par exemple, sur les études, les relations sociales je dis exactement, également, pardon, s'imposer quand on est dans un groupe, exprimer son désaccord, donner son avis, et toutes les pensées qu'on va avoir du style non mais je suis débile, c'est sûr qu'il se moque de moi, etc. Avant de basculer dans le pourquoi du comment on peut perdre confiance en soi ou on n'a pas confiance en soi, c'est toujours important de noter que on va pas avoir confiance en nous toute notre vie de la même manière. C'est pas linéaire, ça fluctue énormément. Déjà rien que dans le mois pour les femmes, vous le savez, avec le cycle hormonal, le cycle menstruel, il y a des périodes où on a beaucoup moins confiance en nous. T'as cette période dans le mois, ouais on va dire ça comme ça, pendant le syndrome prémenstruel où tu vas être un peu moins efficace parce que tu vas être un peu plus fatigué. Et donc du coup c'est plus une période où tu as besoin d'être douce envers toi-même et de t'autoriser à te reposer plutôt que de scruter tous les petits défauts, tous les trucs sur lesquels tu dois être parfaite. Et au niveau des raisons, souvent ça va partir de l'enfance. Vous le savez, généralement tout part de l'enfance et de l'éducation, de l'environnement dans lequel on a grandi. Quand on grandit justement dans un environnement où on a subi beaucoup de remarques, beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries, on nous a pas fait confiance, où tous nos faits et gestes ont été scrutés parce qu'il faut faire comme ceci et pas comme cela, ça fait qu'en grandissant tu te fais plus vraiment confiance et puis tu te dis que parce qu'on t'a appris que telle chose fallait la faire de telle manière, ça invalide toutes les autres manières dont toi tu peux faire la chose. Alors, je me suis embrouillée avec les mots, j'espère que vous avez compris. Mais voilà, ça part un peu des remarques que tu vas recevoir de la part de tes aînés, de la part de tes parents, de tes frères et sœurs, etc. Il y a aussi ce truc-là où on te laisse pas assez de place en fait en grandissant, où on te fait pas vraiment confiance, où on te laisse pas la parole, on te laisse pas t'exprimer, où on juge que tes émotions, que ce que tu ressens n'est pas valide, etc. Et puis après en grandissant un peu à l'âge adulte, au début de la vingtaine, et ça c'est hyper important et c'est même un rappel pour moi, le fait de beaucoup s'isoler, ça fait que tu vas manquer d'interaction sociale et pendant les interactions sociales, parce que des fois il faut sortir un peu de son de sa prison, de son cocon, et que tu vas te retrouver avec ta famille, avec tes amis, dans des cercles de parole, dans des événements, etc. Lors de ces interactions sociales-là, tu peux prendre un coup. Tu peux te dire, ah ouais, purée, les gens, ils s'expriment beaucoup plus facilement, il y a quelque chose et moi j'ai un peu plus de mal. Et c'est pour ça que les interactions sociales, c'est hyper important. Même si on a de l'anxiété sociale, même si c'est compliqué, c'est bien des fois de garder un petit peu de lien de temps en temps. Ne pas avoir peur de parler avec les gens, en fait. Et même quand les gens... Alors moi, par exemple, là, je vous fais une parenthèse. Je déteste le small talk. Vous savez, ces interactions un peu inutiles qu'on va avoir au moment où on fait nos courses, quand on va acheter du pain, etc. Et que tu te mets à avoir une conversation qui a ni queue ni tête juste parce que la personne qui travaille là, peut-être qu'elle est de bonne humeur, peut-être qu'elle aime en parler, et toi tu te retrouves à devoir répondre. Prenez ces petits moments-là comme des exercices, genre pour vous exercer et mieux gérer les interactions sociales. Même si sur le moment ton cerveau il va dire purée, qu'est-ce qu'elle me raconte. Exemple, un jour je suis allée chercher du pain, et il faisait chaud donc je prends une bouteille d'eau, et puis elle se met à me parler
la bouteille d'eau. Mais Moskina, elle était trop gentille, vraiment, elle était trop trop gentille. Elle s'est même parlé de la bouteille d'eau en me disant oui, en plus elle est bien froide, dehors il fait chaud. Et je dis ouais, ça va me faire du bien et tout. Et puis elle continue en me disant oui, ah oui, mais en même temps, moi je sais plus ce qu'elle me disait en mode ouais, l'eau fraîche et tout, ça fait du bien et tout. Et du coup, moi je continue dans ce small talk qui a ni queue ni tête. Je lui dis ouais, mais faut faire attention parce qu'on peut tomber peut-être un peu malade avec l'eau froide, patati patata. Au moment où je parle, mon cerveau il est en mode j'ai juste soif. J'ai juste soif là, je veux juste payer, boire mon eau, récupérer ma baguette et partir. Mais j'avais plus ou moins compris que à travers cette interaction-là, cette boulangère, cette dame, elle était contente en fait. Elle était contente, elle souriait, elle avait apprécié le moment, alors que nous, notre génération, là, on a un peu plus de mal avec ça. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de raisons, ça peut partir de l'enfance, mais ça se travaille. Et puis même en grandissant, des fois, on peut reprendre voilà, quelques coups, des remarques, des critiques, etc. Mais encore une fois, ça se travaille, et puis je suis un peu là pour ça, quoi. Je vous partage un peu mes tips, donc vous avez intérêt à bien écouter. Et on commence cet épisode, cette longue intro, désolée. On commence avec le premier point, le premier conseil, et ça c'est la phobie des people pleasers, apprendre à dire non. Pour beaucoup, dire non, c'est synonyme de décevoir la personne, rendre triste celui ou celle à qui on a dit non. Du coup, on se met à dire oui pour tout et n'importe quoi, et pas que pour de simples services. Et cette manie de vouloir tout le temps plaire aux autres, elle prend ses racines dans le passé. C'est un peu plus profond que ce qu'on imagine, parce que ce truc-là du people pleaser, souvent c'est dû à des traumatismes, à des réactions disproportionnées d'un entourage qui n'accepte pas le fait qu'on puisse dire non. Et souvent ça part de choses qui sont hyper simples. Hein. Toi, enfant, qui décide de répondre à ton père ou à ta mère et dire on te demande de faire quelque chose et tu dis non, et puis tout de suite la personne en face de toi, je dis ton père ou ta mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre, a tout de suite une réaction disproportionnée, peut se mettre à crier, frapper ou je sais pas quoi. Et donc du coup, en grandissant, tu as peur en fait finalement de dire non et tu te mets à dire oui à chaque fois. Parce que ça s'est mal passé une fois, le cerveau il veut te protéger et en fait il veut pas que tu revives la même expérience. Et en grandissant, vous le savez, vous vous retrouvez à dire oui à tout et n'importe quoi. Et c'est aussi dû à une sorte de perfectionnisme. Parce que être parfait aux yeux des gens, ça passe par le fait d'accepter leurs demandes. Sinon, leur avis, leur opinion de nous peut changer. Et ton cerveau de perfectionniste, lui, il veut pas ça. Il veut que tout le monde pense du bien de toi. Mais ce n'est pas parce que tu dis non que l'opinion qu'ont les gens sur toi va changer, qu'ils vont se mettre à te dénigrer, qu'ils vont te voir différemment. Et surtout dans ces situations, il faut se rappeler rappeler sur toi notre cerveau que tu n'es pas responsable des réactions des autres. Si tout se fait dans le respect, que tu dis non avec respect, tu n'es pas responsable de leur réaction. S'ils se vexent ou pas, ce n'est plus ton problème. Toi, tu auras posé ta limite. Maintenant, je sais que dire non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est facile de dire ouais non, faut s'affirmer, faut poser ses limites, si on te demande de faire ça et que tu veux pas, tu dis non, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué, mais alhamdoulilah, dans la langue française, on a le choix et on a de la chance parce qu'il y a plein de moyens de sous-entendre un non sans vraiment le dire. Fun fact, je me rappelle que quand je bossais en alternance, j'avais comment dire ça, j'avais la directrice à l'époque qui venait beaucoup faire, alors je bossais dans un média de transition écolo et donc du coup je bossais à la rédaction et du coup on avait souvent des idées de sujets qui venaient à traiter là pour faire des articles et souvent la directrice à l'époque, la DG, elle venait, elle proposait des sujets, sauf que des fois c'était des sujets qui rentraient pas forcément dans le planning ou qui n'étaient pas plus intéressants que ça et c'était compliqué de lui dire non, mais je m'étais rendu compte que certains avaient réussi à lui dire non sans lui dire non. Et des fois ça passait par des trucs un peu bêtes, mais du style oui on a vu, parce que souvent ça part de ouais est-ce que vous avez vu l'actu sur nanani et donc du coup on répondait, surtout ma collègue qui répondait oui on a vu, on l'a noté, on va traiter ça après. Ou oui on a vu, à voir. Et un jour on en avait parlé, elle disait que tout était calculé dans sa manière de répondre, ma collègue comment elle répondait, tout était calculé parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas dire non, et que si elle disait non, tout de suite la directrice elle allait un peu se vexer, ça allait pas passer. Donc fallait trouver un moyen de dire non sans le formuler, et j'ai quelques petits exemples pour vous, je vous invite à noter, genre vraiment tu vas dans ton application, dans tes notes et tu te mets à noter. La meilleure des choses à dire,
si t'as pas envie de dire non, c'est dire, et qu'on te propose par exemple quelque chose, c'est de dire je crois que ça tombe mal. T'es pas obligé de te justifier, tu dis ouais, je crois que ça tombe mal, là peut-être que je peux pas à ce moment-là. Voilà, tu rentres pas dans les détails. Pareil, tu peux dire ouais, je crois que c'est pas le bon moment pour ça. Tu peux jouer l'excuse ou la carte de j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me reposer en ce moment, ça va être compliqué, voilà. J'aimerais bien, mais ça va être compliqué pour moi. Cette fois-ci, ça me tente pas, mais la prochaine fois, pourquoi pas. Et puis surtout, ça je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, j'en ai pas envie. Là tout de suite, je crois que j'ai pas trop envie. Et puis il y a je crois que l'un des meilleurs trucs notre habitude, nous, en tant que Français et tout, c'est souvent de dire ouais, à voir. À voir, on verra, je verrai. Quand quelqu'un il te dit ça, tu sais d'avance que c'est mort. Tu sais d'avance que c'est mort, c'est la carte qu'on joue quand on n'a pas trop envie. Quelqu'un qui veut faire quelque chose sur le moment et qui veut faire quelque chose sur le moment et qui va le faire, il va tout de suite te répondre oui. Mais le on verra, je verrai, à voir, ça veut dire non. Et puis tout à l'heure, je vous l'ai dit, et c'est un énorme rappel pour moi, mais on n'est pas obligé de se justifier. Moi, j'aime trop me justifier pour rien, alors que les raisons ne regardent personne quand je peux pas faire quelque chose, mais que parce que j'ai eu un imprévu, j'aime trop. Parce que en fait, tu te mets dans la tête de la personne, tu te dis ouais, mais la personne, elle a besoin du contexte, elle a besoin de savoir pour qu'elle sache que je mens pas, que c'est bien réel. Sauf que non, en fait. Quand tu dis non, les gens, ils savent pas ce qui se passe dans ta tête. Eux, ils vont pas questionner ta réponse. Et d'ailleurs, quand on pose une question, notre cerveau, il attend deux types de réponses. Tu poses une question, il y a deux types de réponses, la positive ou la négative. Et lui, il va voir les deux possibilités. Ce sera soit l'une, soit l'autre. Il y a personne qui va poser une question et qui va se dire ouais non, c'est sûr, elle va répondre oui. Si tu poses une question, c'est que tu t'attends à deux types de réponses totalement différentes. Donc dire non, c'est la première étape qui va te permettre de poser tes limites et de gagner un petit peu plus confiance en toi. On passe maintenant au deuxième point, le deuxième conseil, et j'en ai beaucoup parlé sur mon podcast, c'est de ne pas se comparer. Ce que tu vois, ce que tu perçois, souvent ça n'est pas la réalité. Donc c'est compliqué de se comparer et pourtant c'est une sorte de mécanisme qu'on a et qu'on vient mettre en place très très facilement. Le problème de la comparaison, c'est que notre focus, il se met sur la personne qu'on a en face de nous et en fait on va tout de suite oublier de se concentrer sur soi, sur ce qu'on peut améliorer. Dans le fait de se comparer, on va venir essayer de prendre toutes les choses qui nous dérangent, qui nous plaisent pas chez nous. Et on va venir essayer de voir, de vérifier, de jauger si la personne en face, elle est ok avec, si elle a ce qu'on veut avoir, si lui ou elle gère mieux que telle chose que nous. Et si c'est le cas, on va juste se rabaisser, se dénigrer, se dire que ouais non, c'est pas normal, moi je n'ai pas ça, mais un tel il l'a. Dans ce sujet-là, le sujet de la confiance en soi, ce qu'on peut comparer facilement, en fait ça va être les comportements, les attitudes, la façon de parler. Pourquoi moi je bégaye et elle non? Pourquoi quand je prends la parole devant tout le monde, j'ai l'impression de me ridiculiser, mais elle s'exprime super bien. Et sur ce point-là, moi je crois que le monde du travail et l'école, ça m'a permis de déconstruire tout ça parce que je commençais à me rendre compte, je suis désolée, je suis malade, donc ma voix elle est un peu en train de partir. Je commençais à me rendre compte que tout le monde était un peu anxieux finalement. Et t'as ceux qui savent cacher leur anxiété, parce qu'ils ont grandi dans des environnements où on leur a pas permis de se montrer anxieux. Donc ils arrivent à la masquer, et à ceux qui ne savent pas. Et ici c'est intéressant de se pencher sur ceux qui ne savent pas cacher, masquer leur anxiété. Ces personnes-là, elles vont avoir plein de petits comportements qui sont en réalité des habitudes qui vont devenir des habitudes et qui vont venir les trahir. Toucher ses cheveux par exemple, mordiller son stylo, avoir un peu le souffle coupé, toucher ses bijoux, ses bagues, ses boucles d'oreilles, fuir le regard, être incapable de regarder dans les yeux, trembler. Et parce qu'on est trop occupé à s'analyser soi, qu'on est beaucoup trop conscient de soi-même, on passe à côté de tous ces petits détails qui prouvent que là dans la salle, il n'y a personne qui est vraiment à l'aise. Et quand tu commences à switcher ton attention, qui est à la base de fou malade sur toi-même, sur les autres, ça aide à se débarrasser un petit peu de cette hyper-vigilance qu'on a envers soi-même, sur le fait que ouais non, là je me sens pas bien, je stresse parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ouais, tout le monde te regarde toi aussi, mets-toi à regarder tout le monde. Mets-toi à analyser tout le monde et tu verras que, comme je te l'ai dit, il y a peu de personnes qui sont réellement à l'aise. Vraiment, il y a ceux qui savent cacher leur anxiété, la masquer, etc. Et il y a ceux qui ne savent pas. Et après, il y a quand même des gens qui sont très 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 à l'aise dans les interactions sociales, etc. Je suis pas en train de nier ça, bien évidemment.
Et ça, c'est aussi beaucoup en lien avec certaines insécurités, certains complexes qu'on peut avoir, parce que tout le monde est focus sur soi, sache que toi, on va pas te percevoir comme tu l'imagines. Ce qui te dérange chez toi, tes complexes, etc., à partir du moment où tu ne les dis pas aux autres, tu ne les partages pas aux autres, tu dis pas je suis complexé par ceci, par cela, ils vont jamais s'en rendre compte. Personne ne vit dans votre cerveau, si tu le dis pas, les gens ne le sauront pas. Moi, je prends toujours l'exemple de la tache sur le pull. Il y a beaucoup de personnes, des fois, tu te mets à avoir une conversation normale, je dis, oh purée, j'ai taché mon pull et tout, je suis dégoûtée. Si la personne ne l'avait jamais dit ça, toi t'aurais même pas remarqué. Ouais non, chérie, je suis pas maquillée, là, ça se voit que je suis fatiguée. Si la personne n'avait pas dit ça, tu n'aurais pas remarqué. Genre, il y a plein de trucs comme ça où si la personne ne pointe pas du doigt cette chose, tu n'aurais pas remarqué. Parce qu'elle l'a dit, ça devient réel. Si elle ne le dit pas, ça ne devient pas réel. Mais attention, c'est pas parce qu'on le dit pas que nous, derrière, qu'on fait pas part de nos complexes, etc., que nous, derrière, on doit pas travailler dessus. Le but ici, c'est de s'améliorer. Donc la comparaison, c'est un peu un concept débile parce que c'est juste là pour vous saboter. Et en plus, dans le fond, ça n'a pas de sens parce que toi, t'as pas tous les éléments pour faire une vraie comparaison. Je vous l'ai dit, il n'y a personne qui se montre réellement tel qu'il est. T'as pas toutes les informations de la personne qui est en face de toi. Toi, tu te connais par cœur. La personne en face la personne que t'as en face, tu ne la connais pas par cœur. Tu vas juste juger sur ce qu'elle renvoie. Et on sait que des fois, les apparences peuvent être hyper trompeuses. Qu'il y a des gens, ils jouent trop bien la comédie. Et encore pire quand il s'agit de se comparer avec des gens sur internet. Mais ça, c'est la pire des choses. Franchement, on n'en tire rien et quitte à se comparer, autant choisir de bons modèles. Pas des gens qui n'ont rien en commun avec nous. Ni le vécu, ni l'histoire, ni la religion, ni le physique ou je sais pas quoi. Et j'irai même plus loin. Dans cette course à la comparaison, etc., faites-le dans des domaines qui vont être utiles pour vous, mais encore une fois, dans le juste milieu. Le but, c'est pas de se tuer, etc. Par exemple, dans la comparaison, des fois, il y a du bon. Vous savez, par exemple, quand on parle de la course aux bonnes actions, l'apprentissage du Coran, tout ce genre de choses-là dans la religion qui vont te permettre de devenir meilleur aux yeux d'Allah, de vraiment te rapprocher de lui, de remplir ta balance de hasanat, ça, tu peux le faire. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un juste milieu. Et je pense à un message d'une sœur que j'avais reçu sur TikTok d'ailleurs, qui m'avait dit oui, je me compare souvent dans la récitation du Coran parce que j'ai peur de ne pas avoir une belle voix, mais je sais pas, et j'aimerais dépasser une personne, faire encore mieux qu'elle, mais je sais pas si c'est autorisé ou pas. Encore une fois, tout est dans le juste milieu. T'es pas là pour te dénigrer, t'es là pour avancer, devenir une meilleure personne. Je passe maintenant au dernier conseil de ce podcast. Prête attention à la manière dont tu te parles, à ton discours intérieur. La manière dont on se parle, dont on va venir se rabaisser. Déjà, je pense que des fois on normalise trop ça, genre de se faire des petits commentaires là, à voix haute ou à voix basse pour se dénigrer, pour se dire non mais je suis nulle, etc. On a peut-être un peu trop normalisé ça, mais à chaque fois que c'est le cas pour moi, que je me rends compte que je fais ça ou que une amie en face de moi fait ça, j'aime trop lui dire est-ce que tu oserais parler comme ça à ta meilleure pote, à ton ami, à ta sœur, à ton frère, ou, et ça c'est encore pire, hein, ça c'est encore pire, ou à l'enfant que tu étais. Et la réponse est non. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Chaque mauvaise parole qu'on prononce, chaque mauvaise parole que tu prononces à ton égard devient ta réalité et un peu celle des autres. Je suis nulle, je suis trop moche, non mais en ce moment je suis une merde. Tout ça là c'est cliché et pourtant c'est réel. Et je vous le dis qu'on le dise à voix haute ou à voix basse, ça a un impact énorme sur notre confiance en soi. Même parce qu'il y a confiance en soi, il y a estime de soi. Même l'estime en fait que tu as envers toi-même. Et moi, je me suis surprise à me le dire. Vraiment, je me suis surprise à le dire de temps en temps, ça m'arrive et tout. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était comme une sorte d'auto-jugement qu'on va venir faire face à une attente qu'on avait et qu'on n'a pas remplie, qu'on n'a pas validée. Face à ce qu'on peut qualifier d'échec. Toi, tu avais des attentes, t'as pas rempli cette attente-là, du coup, tu vas venir tout de suite t'auto-juger et affirmer le fait que t'es nul, affirmer le fait que en ce moment t'es une merde. Sauf que personne nous met la pression, personne ne nous demande d'être parfait, mais bizarrement il faut qu'on le soit. Et au lieu de se dire des paroles encourageantes, on préfère faire des commentaires négatifs. Et le problème, et on en revient toujours à l'enfance, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a peut-être grandi avec... en fait voilà, on n'a pas grandi avec des paroles encourageantes, mais plutôt un tas d'attentes qu'il fallait valider. Et si c'est pas le cas, et qu'on réussit pas telle ou telle chose, ou qu'on remplit pas certaines attentes que les aînés ont envers nous, on est nul, on sert à rien. Et en devenant adulte,
bah ça refait surface. Et ça me fait penser à une étude qui a été menée sur des enfants. J'étais tombée sur une vidéo TikTok dessus, je me suis mise à faire des recherches. En fait, c'est une étude qui a été menée par Carol Dweck, qui est professeure de psychologie à Stanford. Et en gros, dans cette étude-là, ils ont créé 2 groupes d'enfants qu'ils ont mis face à des exercices et ils les ont félicités différemment. Une fois qu'ils ont réussi l'exercice, ils les ont félicités différemment. Le premier groupe, ils ont décidé de féliciter leur intelligence. Le deuxième, ils ont décidé de féliciter leur effort. Donc par exemple, le premier groupe, là, au niveau de l'intelligence, ils vont leur dire t'as un tel qui a réussi son exercice, ils vont lui dire ah bah trop bien, t'es trop intelligent. Et le deuxième, ceux qu'on va groupe, là, ceux qu'on félicite pardon, pour leur effort, on va leur dire ok c'est super, t'as bien géré, tu vas faire encore mieux. Ou c'est bien, continue de progresser. Vous voyez des trucs comme ça là? Et en fait, il faut savoir que le premier groupe, donc les enfants qu'on a félicités pour leur intelligence, ils finissent par avoir peur d'échouer et ils évitent les défis. Alors que ceux qu'on a félicités pour leurs efforts, ils vont développer une meilleure persévérance et une plus grande confiance en eux. Et c'est pour ça que dire à un enfant t'es intelligent, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. En gros, je suis désolée, hein, je suis malade donc ma voix elle est en train de partir. Ça veut absolument rien dire quand tu dis à un enfant qu'il est intelligent. Bah en fait il fait quoi de cette information là? Genre ok bah du coup comment je continue d'avancer moi? Alors que quand t'es dans ce truc là où t'encourages en fait, quand t'encourages, bah la personne elle va se dire ok ça va, je suis en train de bien faire et je vais continuer à encore mieux faire. Et je suis sûre que parmi vous il y a des gens qui ont été félicités pour leur intelligence plutôt que leurs efforts, et si ça a été le cas, rien ne vous empêche aujourd'hui en tant qu'adulte là, de noter vos efforts, de les prendre en compte. C'est trop facile d'oublier tous les efforts qu'on a fournis pour monter tel ou tel projet, tous les efforts qu'on a fournis pour nos études, notre travail, etc. Tous les efforts qu'on fournit au quotidien avec notre religion, parce que bon, à la base, voilà, là je vous fais un truc un peu psycho-développement perso et tout, mais les efforts qu'on fournit pour notre religion, nous on est tout le temps sur ce truc-là du résultat. Ok, le résultat c'est cool, c'est bien, mais il y a le parcours qui va avec. Et carrément sur mes notes, j'en viens à parler du résultat, je me suis spoil moi-même. Mais voilà, tout le monde aujourd'hui se focus sur les résultats. Ça passe aussi beaucoup avec les réseaux sociaux maintenant. Les gens vous montrent pas forcément tous les efforts qu'ils fournissent, mais tout de suite, regardez, j'ai acheté ça, j'ai acheté ceci, j'ai cela, nanani, nanana. On te montre tout ce qu'ils finissent par acquérir, mais jamais tous les efforts qu'ils ont fournis pour. Et dans la comparaison, ça joue énormément. Toi, tu te dis, waouh, par exemple, telle personne, elle est comme ceci, elle est comme cela, mais peut-être qu'elle a fourni voilà les efforts et que toi aussi, tu es en train de fournir voilà les efforts. Et si c'est le cas, faut les prendre en compte. Parce que chaque effort que tu mets pour devenir une meilleure personne, pour t'aimer un peu plus, etc., ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et pareil, on en revient à la question du discours. Ça, je pense que ce conseil-là, faut le noter, faut le prendre en compte. Ne te descends jamais, 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 jamais devant les autres. Ne parle pas en mal de toi. Ne dévoile pas tes complexes. Ne dévoile pas tes insécurités. Ce que tu considères comme des faiblesses, etc. En soi, pour moi, il n'y a aucune faiblesse. Il y a juste des points sur lesquels on doit travailler. Mais ce que tu considères comme des faiblesses et tout, tu n'en parles pas aux autres. Et surtout, si t'es mal entouré, sache que ça, on va les utiliser contre toi. C'est comme les péchés. T'es là, tu dévoiles tes péchés. Un jour, peut-être il y a quelqu'un dans ton entourage, faut pas devenir paro, hein, mais qui peut l'utiliser contre toi et te le rappeler. Et là, c'est exactement la même chose. Si tu dois parler de ta personne, parle de toi en bien. On ne te demande pas de mentir, tu cites juste ce qui te vient en tête, ce qui est vrai, ce que tu aimes, ce qui te plaît chez toi. Pareil sur les compliments. Ça, je passe mon temps à reprendre les gens autour de moi. Quand on te complimente, tu dis merci et tu dis pas « Ah bon ? Ah bon ? Ah c'est vrai ? Ah ouais, ah bah je m'en suis pas rendu compte, hein. Tu sais, moi je me suis vite habillée comme ça, je suis vite sortie. Ah non, mais en plus, regarde, je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Dis merci et tais-toi, j'ai pas besoin de savoir ça. Et encore, moi, quand on me dit ça, des fois, je vais pas... si je connais bien la personne que je suis proche, je vais dire non mais meuf, dis juste merci, tais-toi, t'as pas besoin de me dire ça. Et souvent je vais dire ouais, là tu te retrouves face à moi, on est tranquille, etc. Mais demain tu peux te retrouver face à quelqu'un qui est un peu plus dur, qui peut avoir, qui peut être ouais juste une mauvaise personne et qui va se dire ah ouais finalement la meuf elle a pas confiance en elle, qui peut vite tirer des conclusions un peu hâtives de ce comportement, tu vois, qui finalement est on peut dire un comportement normal.
mais qui trahit la personne, qui montre que ouais, la personne en face, elle a pas totalement confiance en elle. Donc quand on te complimente, tu dis merci, et t'as pas besoin de dire, de pointer du doigt tous tes complexes ou les autres trucs qui vont pas sur ta tenue, ou dans ton maquillage, ou dans tes cheveux, ou dans ton voile, ou je sais pas quoi. Et, t'as pas besoin non plus de complimenter la personne qui est en face de toi. Parce que ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Parce qu'on nous complimente, on a l'impression qu'on doit quelque chose à la personne qui est en face de nous. Et donc, du coup, on veut lui renvoyer le compliment. Alors que des fois, il n'y a même pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin, quoi. La personne, elle attend rien en retour. À ce moment-là, elle fait de bon cœur. Donc voilà, en tout cas, les compliments, ça trahit énormément. Ça me permet très facilement de montrer si la personne a la confiance en elle ou pas. Donc voilà, je crois qu'on arrivait à la fin de cet épisode. Je résume très rapidement. Le premier point, on apprend à dire non. Le deuxième, on arrête de se comparer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et le dernier point, on prête attention à la manière dont on se parle, à notre discours intérieur. Et à la fin, du coup, je me suis mise à parler du fait que c'était toujours bien de prendre en compte nos efforts et de les noter, de ne pas les oublier. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Me laisser un commentaire, les 5 étoiles. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Je voulais vous remercier parce qu'en ce moment, tous les jours, je reçois des messages en lien avec le podcast où vraiment on m'encourage. On me dit que des belles choses sur ce que je fais et moi je m'en rends pas forcément compte. Donc barakallahu fikum. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.